Et salut, salut, nouvelle version du Zoom. Je ne sais plus à quel épisode on en est. Comme d'hab, j'ai pas vérifié avant, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va causer objets connectés, on va causer localisation. Et pour ça, j'ai un invité que je connais depuis très longtemps, une époque où j'avais des cheveux et j'en ai fait encore plus. Il s'agit de Paul Pinault. Salut Paul. Ouais, salut JD. Ouais, ça fait un bail. On s'est connus, on devait avoir 12-13 ans dans un club informatique à l'époque où on tripotait à des ordinateurs 8 bits. Mm. Et il était plus doué que moi et ça m'énervait. Il a plein d'activités, en particulier liées aux objets connectés, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je te laisse la parole pour te présenter rapidement. Ouais, ça marche. Donc moi, c'est Paul. Vous me connaissez peut-être éventuellement si vous regardez un peu sur les réseaux en tant que Disque 91. Voilà, donc j'ai plusieurs activités, une de blogueur en effet. Sinon, j'ai une activité d'entrepreneur où je fabrique des objets connectés. Ça fait maintenant à peu près 7-8 ans que je suis sur ces activités-là, dans différents domaines, dont un domaine qui est la géolocalisation. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et sinon, j'ai une autre vie qui est aussi un peu liée dans la géolocalisation, parce que je travaille chez un grand manufacturier de pneumatiques, comme on dit, et je m'occupe d'objets connectés qui font de l'évaluation du comportement de conduite, donc lié à la capture de la position du véhicule, en effet, et puis de la façon dont celle-ci évolue, voilà, en fonction de comment conduit la personne. Excellent. Et c'est vrai que c'est pile. J'ai l'impression, moi, je veux pas faire la Madame Irma, mais qu'on arrive sur un parfait alignement des planètes, où là, ce qui va arriver sur 2020 va beaucoup impacter tout ce qui concerne la géolocalisation. Et là, on ne parle pas de géolocalisation côté GPS, où ça, c'est bien maîtrisé, mais des choses qui sont beaucoup plus fines, où on va chercher à localiser des objets de manière la plus autonome qui soit. Et pour ça, on a des contraintes qui sont bien spécifiques, tout un tas de technos qui arrivent, mais qui sont à divers degrés de maturité. Euh, Toi, tu interviens beaucoup sur du Sigfox et autres. Je sais que tout ce qui est autour de la 5G est censé amener des réponses là-dessus. On sait qu'il y a plein de grands constructeurs et acteurs du marché qui cherchent à apporter leurs propres solutions, où à chaque fois, on a une problématique qui est de comment arriver à localiser de manière la plus précise possible des objets qui sont, on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas connectés, mais qui sont peu connectés en fait, qui n'ont pas beaucoup d'électronique et qui ont des besoins assez faibles habituellement, mais qui ne sont pas forcément suffisants pour faire de la localisation précise. Toi, bah, si on commence par lister un peu le cahier des charges des problèmes à résoudre, en fait, tu décrirais ça comment? Ouais, alors en fait, ce qui est intéressant quand on discute localisation, c'est que souvent les gens ils ont ça en tête, ce téléphone. Et en fait, il y a un truc qui est assez magique quand on met le téléphone en route et qu'on regarde où on se positionne, c'est qu'en fait, on a toujours une position qu'on a l'impression d'avoir super précise, d'ailleurs souvent et globalement vachement précise. Alors si on zoome bien, en fait, on va se rendre compte qu'elle ne l'est pas. Donc ça, c'est une première problématique, en fait, la précision. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est qu'en fait, derrière ça, il y a plein de technos de positionnement qui sont utilisés, qui sont toutes différentes. Mais bon, ça, le problème, c'est que ça vaut très cher. Quelle que soit la marque, ça vaut cher. Et quand on veut positionner des objets, ou quand on veut positionner dans le monde industriel, par exemple, c'est un des produits, des palettes, ce genre de choses, on ne peut pas se payer 700 balles ou 1000 balles d'électronique pour arriver à positionner l'objet. Et donc, du coup, en fait, on arrive sur des problématiques qui sont assez intéressantes à creuser. Voilà. Alors, pour expliquer un petit peu ça, quand vous prenez votre téléphone, que vous faites un positionnement, des fois, si vous êtes un peu en race campagne, là, vous allez voir un gros rond super grand là, qui va apparaître. C'est genre 15 km la précision. Bon, le centre, des fois, il n'est pas trop mal, mais si on zoome, en général, ce n'est pas terrible, terrible. Et puis, petit à petit, ça va devenir précis d'un seul coup. Donc là, en fait, au début, on était dans un positionnement qui était un positionnement par triangulation en général. C'est-à-dire, en fait, c'est le réseau télécom qui permet d'essayer de nous positionner avec les antennes qui reçoivent le signal autour. Et en fonction de la puissance du signal, on va réussir à déterminer une position. Donc ça, c'est le premier mode, ce qui n'est pas très précis. Puis après, le téléphone, il acquiert une position beaucoup plus précise. En général, c'est celle du GPS quand on est à l'extérieur. Et cette position, elle est précise en fait à une quinzaine de mètres. Donc c'est largement suffisant, une quinzaine de mètres, quand on est en train de conduire sa voiture, de se déplacer en ville. Voilà, avec un peu d'intelligence, si le système se dit que vous êtes a priori sur la route et pas au milieu des immeubles qui sont autour, il va corriger un peu l'imprécision et finalement vous aurez l'impression que c'est super précis. Et puis ça marche, mais tant qu'on est à l'extérieur, pardon. Dès qu'on rentre à l'intérieur, hein, le GPS
c'est des ondes radio qui viennent des satellites, donc c'est plutôt une distance assez longue. Ça passe assez mal dans le béton, et donc résultat, en intérieur, c'est rare qu'on arrive à avoir une position GPS. Donc là, le téléphone peut être un peu perdu, sauf s'il a du Wi-Fi autour. Dans ce cas, le téléphone, hop, il peut basculer sur du Wi-Fi parce que vous savez, les Google Cars, quand elles ont fait le tour des villes, elles ont enregistré à peu près toutes les ondes Wi-Fi qui passaient autour, enfin les identifiants des, pardon, des gateways, enfin des points d'accès qui étaient autour. Et puis cette base est venue s'enrichir parce que quand vous avez votre téléphone dans la poche, en fait, il continue d'enregistrer ce qui se passe autour de vous de façon à le positionner. Et donc, grâce à ça, quand on est à l'intérieur d'un bâtiment, on arrive encore à se positionner. Donc, c'est assez intéressant. T'interromps Ça, par rapport à ça, il y a Galiléo qui est censé amener des petits gains en précision, mais qui ne sont pas énormissimes par rapport au GPS. non, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose sur la problématique. De toute façon, le GPS, il pourrait être plus précis que 15 mètres. Hein. C'est aussi une question de limitation, de volonté de limiter. Et puis, on peut même arriver avec une antenne supplémentaire à faire des choses très précises. Hein. Dans le domaine agricole, par exemple, on a du GPS ultra précis, mais qui demande d'avoir un point fixe connu et une antenne additionnelle. Donc, Galileo, lui, il amène un petit peu plus de précision en effet en outdoor, mais voilà, au niveau civil, ce n'est pas prévu d'avoir quelque chose qui soit au mètre, et il ne résout pas la problématique de l'indoor, quoi qu'il arrive. Donc, tu es en train de dire que le fantasme de la Tesla qui est dirigé par GPS, déjà, rien qu'avec cette limitation, on est mort en fait. Non, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu es sur une route, ton GPS, il est pas idiot, il sait bien que, enfin, ça dépend lesquels d'ailleurs, mais globalement, on va dire, si tu es sur l'autoroute, il y a peu de chances que ce soit dans le champ qui est à côté, et comme tu connais la direction dans laquelle tu roules, globalement, voilà, tu sais que tu es sur cette route-là et tu peux corriger ta précision. Après, savoir si tu es sur la file de droite ou sur la file de gauche, dans l'exemple de l'autoroute, ça, pour l'instant, c'est pas encore suffisamment précis. Voilà. Mais potentiellement, ça pourrait. Hein. C'est aussi un choix. Aujourd'hui, c'est une limitation avant tout entre GPS militaire, GPS civil qui fait cette limitation-là. Mais on va dire que la précision qu'on a aujourd'hui est une précision qui est suffisante. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ta précision dans le mouvement, elle est bonne. C'est-à-dire que quand tu avances d'un mètre, tu avances bien d'un mètre. Ce n'est pas un mètre plus ou moins 15 mètres. Mais par contre, ton point de départ, il n'est pas, lui, il n'est pas très, très stable. Donc, si tu as réussi à retrouver à peu près où tu étais, en te mappant sur une route. Ensuite, derrière, c'est bon, tu es globalement précis. C'est pour ça que quand tu prends un rond-point avec ton GPS, globalement, tu es plutôt pas mal positionné. Voilà, c'est l'algorithme qui résout ça. Donc là, on est vraiment en fait sur un truc où il n'y a pas une solution miracle, mais c'est plutôt l'agrégat et faire croiser plusieurs informations qui permet d'avoir de l'info suffisamment stable en quelque sorte. Voilà, donc c'est ça le truc. Et en fait, c'est ça mon point, c'est qu'on a l'habitude de ça. Et en fait, ça, c'est un agrégat d'informations qu'on va avoir. Alors, j'ai parlé du Wi-Fi, tu peux même avoir potentiellement du Bluetooth qui vient s'ajouter. Enfin, donc, tu vois, tu as tout un agrégat qui te permet de te positionner. Et quand tu es dans le monde des objets connectés, c'est un peu plus compliqué. Parce que, comme je disais, déjà, tu n'as pas le pognon pour faire un objet à 700 balles ou à 1000 balles ou même à 200 balles pour faire une localisation précise. En général, tu vas optimiser. Et donc, en fait, l'objet que tu vas fabriquer, euh, il va être spécifique par rapport à un cas d'usage. Alors que ça, c'est générique, tu vois. C'est un peu comme c'est un PC, quoi. Tu peux tout faire avec, du traitement de texte ou du jeu. Quand tu es dans l'objet connecté, tu vas essayer vraiment d'optimiser, de faire un système qui va être dédié à un usage. Et donc, tu vas choisir en général une des technologies. Des fois, tu peux en coupler deux, mais très souvent, tu vas choisir une des technologies par rapport à ton besoin. Et ce qui fait qu'en fait, Je me souviens qu'il y avait des startups qui pensaient avoir la solution miracle en inventant par exemple des colliers pour clébard ou pour chat pour repérer son animal et qui en fait embarquaient un abonnement 4G et tu arrivais à un truc aberrant où ça coûtait cher déjà et puis même quelqu'un qui aime beaucoup son animal, il ne va pas payer un abo supplémentaire chez Orange pour simplement localiser son chat une fois par mois quand il se sauve, quoi. ouais, ça c'est une vraie difficulté que je connais bien parce que j'avais travaillé là-dessus sur cette question-là. Alors pas avec de la 4G justement parce que l'objectif c'était de faire quelque chose qui soit beaucoup moins cher où l'abonnement puisse être indolore. Mais c'est une vraie problématique. C'est quand tu veux, alors, tu veux un système qui communique. Donc déjà un système qui communique, il va falloir qu'il y ait la transmission radio. Et puis en plus tu veux qu'il géolocalise. Donc rapidement tu vas rajouter des coûts qui sont assez importants. Et comme tu le dis, il faut vraiment se poser la question du use case. Si tu arrives à un device qui coûte 100 balles à produire et qui a 40 balles d'abonnement par an, est-ce que tu vas trouver des clients qui sont prêts à dépenser cette somme-là? Ça, c'est la vraie question en fait. En fait, je dirais,
fondamentalement, le marché de la géolocalisation, il peut s'adresser à tout. Si tu arrives à avoir un prix qui est adapté, c'est intéressant de tout tracer. Pas, et quand je dis tout, je prends un exemple que j'avais utilisé pour une réunion que j'ai fait à Thiers en disant, mais c'est quoi un couteau connecté? Parce que c'était Thiers, les couteaux, tu vois, logique, quoi. Et de dire que, en fait, si on traçait ce couteau et qu'on savait où est-ce qu'il se situait, ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Parce que ça te permet de savoir finalement si tes couteaux ils restent longtemps en magasin ou ils s'y tournent. Ça te permet de savoir à peu près où sont les gens qui te l'achètent. Ça te permet de savoir si ton stock de couteaux chez ton grossiste il est en train de diminuer ou pas. Et donc, ça te permet derrière d'adapter ta chaîne de production. Tu vois, et ce n'est pas une question vraiment in fine de savoir exactement où est le couteau, mais c'est juste de savoir comment il se déplace dans l'espace avec une précision plus ou moins large dans le but finalement d'organiser ta chaîne de fabrication. Voilà. Tu vois, on peut trouver des trucs un peu fous si on arrive à intégrer ça dans un couteau, c'est-à-dire finalement que le prix de l'intégration il soit marginal par rapport au prix du couteau. Sinon, après, ça n'a pas de sens. Donc là, on est vraiment sur un truc où on cherche à redéfinir la frontière entre ce qui est connectable et ce qui ne l'est pas, de passer du téléphone comme marge basse à quelque chose de beaucoup plus fin. Et, euh, et aujourd'hui, avec ce qu'on a à disposition, ça pourrait être jouable d'aller jusqu'au couteau ou c'est juste une image et on n'en est pas encore tout à fait là. Non, non, c'est jouable. En fait, encore une fois, ça va être la précision que tu veux, qui va être importante. Si tu veux positionner ton couteau à la précision GPS, par exemple, qui plus est en indoor, en mêlant du Wi-Fi, tu vas difficilement pouvoir faire une solution qui non seulement coûtera moins de 25 à 30 euros d'électronique, mais qui en plus aura besoin d'une alimentation électrique ou d'une recharge régulière. Donc du coup, tu te retrouves dans un truc qui n'est pas très cohérent. Maintenant, si tu es prêt à dire, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce que se situe mon couteau à 5 km près, par exemple. Ce qui est vachement intéressant, parce que si tu sais à peu près où sont tes grossistes, voilà, ça te donne une petite idée globalement de savoir, et puis tu sais s'ils sont regroupés au même endroit. Enfin, voilà, donc, grosso modo, tu sais répondre à la question que j'illustrais précédemment. Bah, si tu veux être sur cette précision-là, tu peux revenir sur ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire finalement de la localisation qui est par triangulation. C'est-à-dire, c'est ton objet, lui, il ne se positionne pas lui-même, il fait qu'envoyer un message. Et c'est ce message, quand il est reçu par différentes antennes, qui permet de savoir, grosso modo, par la puissance du signal, où est-ce que l'objet se situe, donc à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres près. Et ça, cette techno-là, elle existe. Tu vois, ça, c'est une techno qu'on est en train de sortir là, sur Ingenious Things. Bon, c'est un peu gros pour l'instant pour rentrer dans un couteau, ça. Mais ça, tout entièrement là, avec la pile, le PCB, le tout soudé et compagnie, en petite quantité, je le fais produire à 1,70 €. Voilà. Et l'énergie qui est dedans, c'est une petite pile CR2022. Alors, CR2032, c'est encore un peu gros pour être dans un couteau, mais on pourrait imaginer moins de messages, une plus petite pile, ainsi de suite. Voilà, je veux dire, quelque part, ça peut passer. Et donc, du coup, on est capable d'arriver sur ces use cases-là. Mais c'est super nouveau, tu vois. Ça, c'est rendu possible depuis un mois et demi à peu près par le réseau Sigfox. Donc là, on a sauté quelques étapes, mais on se base sur le réseau Sigfox, qui est un réseau qui est en ultra bas débit, en quelque sorte, Mm. où tu peux transmettre très peu de données, mais tu peux les transmettre avec un coût très bas et une énergie nécessaire qui est très basse aussi. Puisque là, Ouais, tu as une simple pile comme on pourrait avoir dans une montre. c'est ça. C'est ça, ouais. Si tu veux, le deal, il est là, il est pas mal dans l'énergie. Un GPS, ça consomme beaucoup d'énergie globalement. Donc, si tu vois un tracker GPS, ça fait plutôt cette taille-là. Dedans, il y a 3 piles AA. Et grosso modo, on peut aller jusqu'à 1 an d'autonomie avec ce volume-là, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que la même chose en 4G, tu auras 1 mois d'autonomie à peu près. Donc, avec des technos Sigfox, on arrive à peu près à être sur 1 an d'autonomie. Donc ça, c'est déjà intéressant. Mais si tu enlèves la fonctionnalité GPS et que tu passes en mode triangulation, là, tu passes sur une petite pile bouton. Et pareil, tu peux avoir à peu près 1 an d'autonomie avec ce device-là. Donc bien sûr, tu as pété les coûts, mais en plus, tu as réduit drastiquement la taille, parce qu'à la fin, ton stockage d'énergie, c'est lui qui fait la taille de ton objet quand même. Voilà. Donc là, Donc, ça Sigfox, si on revient à ce sujet-là, c'est un réseau qui est orchestré par une boîte qui s'appelle Sigfox. Et eux, leur taf, c'est de mettre des antennes un peu partout dans le monde
et d'exploiter ce réseau très bas débit, c'est ça? Ouais, complètement. Alors, c'est deux choses en fait, Sigfox. C'est à la fois un réseau et à la fois une techno. Donc, la techno, c'est ce qu'on appelle de l'ultra narrowband. Le but, c'est d'arriver à transmettre des données en utilisant une toute petite bande de fréquence, de façon à pouvoir avoir énormément d'objets qui communiquent au même endroit. Donc ça, déjà, c'est voilà, la base du truc. Et ça a une autre vertu, c'est que c'est un réseau qui est asymétrique. Donc en fait, pour émettre, tu as besoin de quelque chose qui soit très très simple. Donc c'est le cas, ce petit objet, s'il coûte pas cher, c'est parce qu'en fait, la puce qui est dedans, là, que tu vois pas trop, c'est la même puce que tu as dans les télécommandes de garage. Voilà. Donc une télécommande de garage, le truc qui émet à quelques dizaines de mètres et qui coûte rien. En fait, ce même chip, tu peux lui faire émettre à plusieurs dizaines de kilomètres sur le réseau Sigfox. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, c'est asymétrique, c'est-à-dire que l'émetteur est très très simple. Par contre, le récepteur, lui, il est plutôt compliqué. Donc, on va dire que le savoir, la technologie de Sigfox, elle repose dans le récepteur. Et ils utilisent ce qu'on appelle de la radio logicielle, donc la SDR, Software Defined Radio, qui permet en fait de capter sur l'ensemble du spectre où les objets peuvent émettre, de capter tout ce qui passe. Et puis ensuite, de faire avec de l'électronique dédiée du traitement qui permet d'aller rechercher la data là-dedans. Et y compris si cette donnée a un niveau de signal qui est très très faible. Et ce qui lui permet d'avoir une couverture qui est grande. Donc c'est une techno. Et derrière, c'est un réseau. Donc, il déploie donc des antennes avec ce qu'on appelle des base stations, donc la partie que l'on vient de parler, l'intelligence de réception. Il déploie ça partout en France, en Europe et dans le monde. Donc, soit en propre, soit ils utilisent ce qu'on appelle des SNO, des Sigfox Network Operators, donc des sociétés qui, dans d'autres pays, déploient le réseau pour eux. Voilà. Mais le point intéressant, c'est que globalement, toutes les données, elles remontent vers un point de centralisation, qui est le back-end Sigfox, qui fait que finalement, où que ton objet soit dans le monde, tu n'as pas à te poser de questions. En fait. La donnée, elle va remonter, tu vas pouvoir la récupérer toi sur ton service. Donc, c'est un réseau qui est vraiment bas débit. Voilà, c'est pour te donner une idée, on s'est croisés, tu faisais du Minitel, ça va moins vite que le Minitel. Voilà, c'est 100 bits par seconde. Donc, même le débit montant de Minitel, je crois. Ah, c'était peut-être 75, j'ai un doute. Est-ce que tu te C'était du rappelles? 75, ouais, 75. Donc, en 1200. fait, non, ça va un tout petit peu plus vite que le Minitel dans le montant. Voilà. Mais voilà, on est revenu en termes de débit, on est revenu donc 30 ans en arrière. Voilà, donc c'est ça Sigfox. Par contre, la force de Sigfox, c'est que pour déployer la France, pour donner une idée, il faut à peu près 1000 à 1300 antennes. Grosso modo, si on est en technologie 4G, 1000 à 1300 antennes, c'est ce qu'on met sur Paris, quoi. Voilà. Donc, ça fait des réseaux qui coûtent vraiment pas cher. Et du coup, ils peuvent être déployés. Alors, déjà, ça fait des abonnements pas chers quand tu as un réseau qui coûte pas cher. Mais en plus, du coup, ça peut se déployer assez vite. Donc, ça, c'est le point fort, quoi. Donc, la France a été déployée, mais bon, maintenant, dans toute l'Europe, tu as 65 pays, en fait, maintenant, qui sont couverts avec le réseau. Et puis, alors, je pense que ça ne va pas encore doubler dans 18 mois, mais pendant très longtemps, ça a doublé tous les 18 mois. Voilà, donc voilà. Non, et donc, si tu veux, le fait d'avoir un réseau pas cher qui demande très peu d'énergie pour la communication, derrière, ça te permet de faire des objets qui coûtent pratiquement rien, qui ont besoin de toutes petites piles. Et puis, par triangulation, tu peux arriver à positionner des objets là-dedans. Donc, c'est une très bonne réponse. Et c'est pour ça qu'en fait, si tu regardes, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que Sigfox, c'est pratiquement la plus mauvaise technologie radio qui est si tu veux émettre en mouvement. Dès que tu te déplaces, en fait, tu vas très rapidement perdre plein de trames. On pourrait te dire c'est celle qui ne devrait pas être utilisée pour faire de la logistique. Mais en fait, du fait de son coût et du fait du réseau à couverture mondiale, en fait, tu as énormément de cas d'usage qui sont développés dans la localisation. Donc, tu as des grands noms comme Renault, Peugeot, Michelin, Airbus. Voilà, toutes ces entreprises-là qui sont bien connues, elles ont toutes fait des projets assez ambitieux de traçabilité de leur flux, de leurs produits, basés sur la techno. Donc, ça marche plutôt bien, quoi. D'accord. Et ils ne sont pas les seuls par rapport à ça. Ce qui peut être intéressant d'évoquer aussi, c'est toutes les différentes pistes qui sont en train de se passer. Donc, ils ont de la concurrence. Je sais que la 5G aussi est censée amener des éléments par rapport à ça. En fait, ce que je trouve assez marrant, c'est que on bataille énormément pour aller sur du plus haut débit possible. Et puis, en fait, quand on creuse cette piste-là, on se rend compte qu'il y a de bonnes chances qu'une bonne partie des batailles à venir se fassent sur ce côté très bas débit. Parce que ça amène tellement de perspectives et de trucs qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant, parce que c'était impossible, tout simplement, que
Il y a, à mon sens, et puis je ne suis pas le seul à penser ça, beaucoup de choses qui vont se dérouler dans les mois et années à venir. Donc, si tu pouvais faire un rapide état des lieux de qu'est-ce qu'il peut y avoir en Sigfox-like ou alternatifs qui ne sont pas tout à fait identiques, mais qui risquent de batailler dans les mois à venir, tu vois quoi, toi, dans ton viseur? Bah, au niveau localisation, alors, si tu veux, quand tu parles 5G, moi, j'ai tendance à dire que euh, si tu veux, la 5G et les réseaux bas débit, la 0G, c'est vraiment des use cases complètement différents. Alors, la 5G aime bien, enfin les gens, les opérateurs télécoms aiment bien essayer de nous raconter que, en fait, avec leur technologie, on pourra tout faire et donc du coup, les autres servent à rien et voilà, qui peut le plus peut le moins, quoi. Sauf que dans le monde de l'électronique et de l'IoT, en fait, c'est pas vrai parce que tu cherches toujours à économiser. Un chip 5G, ça vaudra jamais $1, quoi. Voilà, aujourd'hui, ça vaut $8 à peu près un chip 5G. Même si ça diminue, peut-être que ça tombera à 4. Enfin, et là, je te parle, quand je dis 5G, là, je te parle de la 5G bas débit, hein. C'est-à-dire le NB-IoT, par exemple, qui est le moins cher. Donc, ceux-là, ils peuvent diminuer. Peut-être qu'on va tomber à 4 dans ces eaux-là. Mais ça, je te parle du chip. Donc, après, il faut le mettre sur le PCB, il faut mettre de l'alimentation électrique. C'est des chips qui vont consommer, qui vont avoir des pics de puissance qui sont beaucoup plus importants. Donc, il va leur falloir, tu ne pourras pas alimenter une CR2032, la pile, elle fera 2 émissions, elle sera fusillée. Donc, tu vas être obligé de mettre des piles qui sont plus grosses, tu vas mettre du super capa, plein de choses qui coûtent assez cher. Donc, en fait, pour moi, la 5G, elle va amener des éléments, mais tu auras des éléments de localisation en plus d'autres choses. C'est-à-dire que la 5G, que ce soit du LTEM ou du LTENB, c'est-à-dire du NB-IoT, du NB4, pardon, du 4NB, je vais y arriver ça. Donc, ces technologies-là, elles vont te permettre de faire de la vidéo, elles vont te permettre de faire de l'audio, si tu veux, en continu. Elles peuvent te permettre de faire tout ça. Donc en plus, elles peuvent amener des choses intéressantes sur la localisation, entre autres, parce que je pense qu'on doit pouvoir faire du TDOA avec. Donc le TDOA, c'est une autre technologie de localisation dont je n'ai pas parlé, qui est en fait le fait de dire j'émets un message et ce message, il va être capté par plusieurs antennes. Et TD, c'est pour time difference. Donc en fait, en fonction du temps qu'aura mis le message pour partir de ton point pour aller à l'antenne A et pour aller à l'antenne B et à l'antenne C, ben, selon la différence de temps, tu connais la distance qu'il y a entre ton objet et chacune des antennes. Et donc, tu fais une triangulation comme ça. Alors, si tu as une base de temps qui est très très précise, tu vois, genre la nanoseconde ou ce genre de choses, tu arrives à avoir une précision qui peut être de quelques mètres à quelques centimètres. Donc, c'est intéressant parce que pour le coup, bah, ça peut marcher à travers des murs, ça peut marcher assez bien enfin, un peu partout et te donner une position en 3D dans l'espace. Donc ça, c'est plutôt cool. Et la 5G, si je ne me trompe pas, parce que là, je ne suis pas un expert du TDOA sur 5G, mais je pense que la 5G t'apporte des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant. Par contre, il faut savoir que le TDOA, c'est un truc qui marche plutôt bien en champ libre, en plein champ, voilà, tranquille, il n'y a pas d'obstacle, tout va bien. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand tu es en ville, parce que ton onde, en fait, elle va rebondir. Par exemple, tu es dans une rue et puis il y a des immeubles, donc elle va rebondir sur les façades d'immeubles et puis elle va monter en haut et puis ensuite elle va choper une antenne. Et en fait, du coup, elle va parcourir plus de chemin avant d'aller à l'antenne. Donc, du coup, le système va croire que tu es plus loin que là où tu es vraiment. Voilà. Donc, ça a quand même ses limites. Et aujourd'hui, alors du TDOA, pour être dans les technos un peu concurrentes, à Sigfox, tu as LoRa, donc avec LoRaWAN. Et du TDOA, il y en a qui est déployé sur LoRaWAN. C'était une des grandes forces, une des grandes promesses dans LoRaWAN. Alors, je n'ai pas des données hyper up-to-date dessus, mais la dernière fois que j'avais discuté de ça avec les gens qui déployaient ces technos-là, c'était les gens de Kerlink, entre autres. C'était il y a, je pense, peut-être 1 an et demi, 2 ans maintenant. La précision en ville a été plutôt de l'ordre de 300 mètres. Voilà. Donc, ce qui est un peu mieux que la triangulation, mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Donc, encore une fois, ça dépend pas mal de où est-ce que tu veux l'appliquer, dans quelles conditions tu veux l'appliquer. Voilà, donc la 5G qui apporte ce genre de choses, ben, enfin, il faudra voir en pratique, mais pour moi, il y a encore pas mal d'inconnus sur la précision qu'on va avoir. Avec la densité d'antenne qu'il peut y avoir sur la 5G, peut-être qu'on va avoir quelque chose qui est quand même assez sympa. Mais ouais, ça reste globalement à suivre quoi, de ce point de vue-là. Voilà. Donc, ouais, donc pour moi, la 5G, ce que je dis, voilà, elle t'apportera peut-être des choses en plus dans la localisation, mais pas pour des objets à $1, enfin pas pour une intégration vraiment pas chère. Plutôt parce que, bah, j'en sais rien, tu as un objet qui transfère beaucoup de data
Ça peut être une voiture, par exemple. Et du coup, tu amènes cette capacité à la localiser en plus des autres capacités qu'on a vues précédemment. Voilà, donc, ce sera toujours quelque chose, une source d'information supplémentaire qui te permet d'améliorer la précision globale de ta localisation. Ouais, donc là, plus que jamais, on se retrouve où il n'y a pas une solution miracle, mais tout un panel de solutions dont certaines sont plus adaptées à ton contexte, plus le fait que c'est parfois en arrivant à combiner plusieurs qu'on arrive à des choses qui peuvent être pertinentes pour un cas particulier. Ouais. Ce qui rend aussi un peu complexe l'accès à ça et au fait qu'on ne sait jamais si on est sur une piste suffisamment mature ou autre. Il y a aussi je sais que je suis Appleophile, donc j'entends ça dans la sphère Apple, mais il y en a plein d'autres qui sont sur cette piste-là, où là, ils sont plus sur des pistes d'utiliser des récepteurs qui, eux, seront très nombreux, qui sont déjà diffusés. Donc, dans la rumeur des Apple Tags, ça serait les iPhones, en fait, et où là, on serait plus sur des objets qui émettraient à courte distance, mais dans l'espoir d'avoir un récepteur qui passe à côté, où en fait, dans leur piste à eux, c'est les millions d'iPhones qui sont sur la planète qui serviraient de localisation à l'objet. Pour toi, c'est des pistes qui sont complémentaires, aberrantes, différentes en quel contexte en fait? Bah, c'est un vieux truc, ça, en fait. Tu te rappelles, hein, c'était un peu la mode il y a 1 ou 2 ans, la promesse de retrouver tes clés grâce à un petit tag Bluetooth et qui va être écouté par des téléphones qui vont passer à côté et puis qui vont dire je l'ai vu, donc tu perds tes clés. Voilà, et puis il y a quelqu'un d'autre qui a là, le même produit que toi. Donc lui, il va passer à côté de tes clés que tu as perdues. Il reconnaître, enfin, il va recevoir l'information qu'il a vu ce petit tag Bluetooth sur tes clés. Et donc, du coup, ça va remonter au serveur. Et puis, le propriétaire des clés, il saura, tiens, il y a quelqu'un qui a vu tes clés à cet endroit-là. Donc ça, c'était technologiquement, si tu veux, ça fonctionne, mais c'était une promesse un peu pourrie parce que en fait, ça ne marche que si tout le monde a de quoi recevoir le device. S'il y a, je sais pas, sur Clermont-Ferrand, parce qu'on est à Clermont, il y a 100 personnes qui ont acheté ce système-là, sachant que la portée du tag, c'est une dizaine de mètres, il faut qu'il y ait une de ces 100 personnes qui passe à 10 mètres de l'endroit où tu as perdu tes clés. Avec un coup de chance, pourquoi pas, quoi. Mais c'est pas évident. Et ça La rajoute. différence, c'est que ce soit un acteur majeur qui Voilà. s'empare de ce truc-là. Ouais, clairement. Là, c'est ce qui change la donne, si tu veux. C'est qu'à partir du moment où c'est intégré directement dans un Android ou dans un iOS, là, ça devient intéressant parce que forcément, il y en a partout qui se promènent. Et donc, globalement, la promesse peut être rendue. Donc ça, c'est un truc qui est assez intéressant. Après, bon, tu as quelques petites questions de privacy derrière, mais bon, enfin, de toute façon, on est tellement traqué que je t'avoue que voilà, on n'est plus à ça près. Mais oui, oui, bien sûr. En fait, je pense que c'est ces acteurs-là qui peuvent en effet changer les choses de ce point de vue. Mais globalement, en fait, cette technique, c'est un peu la technique du beacon, hein, un peu de choses près, globalement, avec donc des récepteurs qui sont mobiles qui est quelque chose que finalement Apple essaye de développer depuis assez longtemps avec un objectif un peu marketing qui est utilisé, ben, comme je viens de le dire, là, dans certains use cases un peu similaires, mais qui, in fine, je trouve, par rapport au temps depuis lequel ça existe, est pas très répandu. Donc, est-ce que ça va être une révolution J'en sais rien, mais j'ai tendance à dire, même s'il y a quand même plein d'applis en beacon, surtout en B2B, mais je trouve que ça ne se développe pas très vite, cette techno, pour voir que maintenant, elle a, je sais pas, 10 ans ou plus même, je pense. Voilà, ça ne se développe pas hyper vite, mais ça ne se développe pas hyper vite. Ce n'est pas la techno en soi, je pense que c'est plutôt lié au use case. C'est-à-dire finalement, tu dis que tous les smartphones vont être des antennes qui vont recevoir des beacons. Ouais, peut-être que ça résout des problématiques, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça et qu'est-ce qui se développe vraiment? Voilà. C'est un peu ça la question que je me pose, en fait, c'est de dire avant tout, parce que technologiquement, c'est un truc que je vois dans l'IoT depuis un moment, c'est-à-dire technologiquement, il y a des tas de choses qu'on peut faire, mais en fait, l'IoT, ça démarre quand même doucement, parce que il faut quand même transformer le marché, il faut trouver des use cases, il faut créer de la valeur, et la technologie en soi, elle ne crée pas de valeur. Voilà. Donc, il faut arriver à trouver des use cases qui créent de la valeur. Voilà. Et donc, si je prends cette idée d'utiliser les iPhones pour faire des relais, en fait, si tu veux, le premier endroit où tu peux créer facilement de la valeur, c'est dans les entreprises. Parce que là, enfin, je veux dire, quelque part, c'est assez évident. Enfin, en tout cas, les gens, ils savent le calculer. Donc s'il y en a à créer, on la trouve. Et en fait, tu dis, ces technos-là, elles pourraient déjà être en place parce que
La techno beacon, elle existe. Les smartphones, tu en as déjà dans les usines ou dans les entrepôts. Et finalement, elle n'est pas vraiment en place. Pour une raison toute simple, hein, d'ailleurs, c'est que en fait, ton problème, c'est souvent de gérer tes beacons, pas de gérer le téléphone, l'antenne qui passe autour. Parce que les beacons, il faut changer les batteries, il faut savoir s'ils fonctionnent, il faut les localiser. Et voilà. Alors, ça existe, hein, il y a des boîtes qui ont mis en place pas mal de choses basées là-dessus, mais c'est quand même pas un marché hyper dynamique, en pleine explosion, ainsi de suite. Voilà. Donc, la techno est jolie, tu vois, voilà, mais après, je ne sais pas précisément ce qu'on fait avec. Et donc, du coup, à quelle vitesse ça accélère. Et ça, c'est vrai que tu mets le doigt sur le truc. Dès qu'on Ouais. s'intéresse un peu au sujet, on a la tête qui explose tellement on se dit, putain, ça ouvre des perspectives incroyables. Et on a l'impression que ça fait des années que ça, on ne peut pas dire que c'est dans une ornière, on arrive à avoir des petits marchés de niche, mais où ça explose pas, quoi. Toi-même, avec ton entreprise Ingenious Things, vous existez maintenant depuis plusieurs années, vous avez prototypé plein de choses qui étaient super intéressantes. Et on a l'impression que des acteurs comme vous, il y en a plein qui sont sur les starting blocks, qui sont prêts à écraser l'accélérateur, mais il manque ce petit truc et Ouais. c'est difficile à dire. On ne peut pas dire que ce soit technique, parce que les technos sont là. On ne peut pas dire que les acteurs comme vous manquent d'idées. Euh, on pourrait dire là que 2020, ça va être l'année où ça va exploser. Puis si on a raison, on repassera ça l'an prochain en se gargarisant. Mais à ton avis, c'est quoi en fait l'étincelle qui peut permettre de vraiment booster ça? Ouais, l'étincelle, c'est pas. Je sais pas. J'avoue que l'étincelle en soi, c'est un petit peu difficile de dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça démarre. Moi, je dirais sur l'IoT, c'est, enfin, si tu veux, l'Internet, le World Wide Web, c'était 91, c'est ça, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Bon, ça a vraiment démarré en 99-2000, quoi. Tu vois, en vrai, où Madame Michu, elle a commencé à faire quelque chose. Et finalement, l'e-commerce et tout ce qu'il y a derrière, c'est plutôt 2003-2004, je dirais, la grosse, comme ça, à peu près, Amazon, que ça commence à prendre de l'ampleur. Donc, en fait, il faut du temps. Et bon, là, je suis un peu sur une approche B2C quand je dis ça, mais il faut du temps parce qu'il faut changer les habitudes. Et ça, c'est la grosse difficulté. C'est, si tu veux, le principal embûche. Alors, si on parle B2C, le principal embûche quand tu fais de l'IoT, c'est que l'IoT, c'est pas de l'objet. C'est Things, Internet of Things, mais c'est pas le même business model que l'objet. Le business model de l'objet, il est assez simple. C'est un mec qui fabrique, il met ça dans une boîte, il envoie ça dans un distributeur. Le distributeur, il prend 30 points au passage, il pousse la boîte, il n'entend plus parler. Et chacun s'est rémunéré en prenant une marge sur le système. Et le consommateur, il paye one shot et voilà, après, il l'utilise. En fait, l'IoT, c'est un business model de service. C'est ça qui est assez compliqué parce que tu ne peux pas pousser un IoT et puis ne plus t'en occuper. Si jamais tu fais ça, quelque part, ça veut dire que tout de suite, ton truc il devient obsolète. Il ne marche plus avec le nouvel iOS, il est pété de trous de sécurité, il va être attaqué, ainsi de suite. Donc, pour que ton produit il fonctionne, il ait de la valeur, il faut qu'il évolue. Il faut qu'à chaque fois qu'une autre version d'OS, il faut qu'il se mette à jour. Tu as de la télécom qui peut être à payer. À chaque fois que tu trouves un bug ou un problème, il faut que tu le résolves en faisant des mises à jour, ainsi de suite. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut que tu payes des développeurs tout le temps, y compris une fois que ton produit il est vendu. Et donc, du coup, il va falloir que ton consommateur il comprenne ça et qu'il soit prêt à mettre un petit peu d'argent. Et l'IoT, c'est pas comme Facebook, quoi. Il ne peut pas trop diffuser de la pub. Voilà, enfin, pas encore. Avec la 5G, par contre, il pourra peut-être, donc on pourra peut-être avoir un business model où ton enceinte connectée, elle t'enverra de la pub toutes les 5 minutes pour financer le fait que tu l'aies eu gratuitement, ainsi de suite. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que globalement, tu as ce changement-là qui est assez radical. Il faut demander à l'utilisateur de payer et de payer un petit peu tous les mois ou un petit peu tous les ans. Et ça, le consommateur, aujourd'hui, il n'a pas l'habitude. Tu vois, c'est un petit peu comme Madame Michu, Internet, c'était quand même éventuellement pas trop mal au début, mais de là, ils mettent son numéro de carte bleue, tu vois, c'était quand même un changement assez radical. Déjà, à cette époque-là, Madame Michu, elle n'avait pas forcément de carte bleue, tu vois. Enfin, globalement, les gens étaient pas mal équipés, mais dans une certaine tranche d'âge, ça commençait à être plus rare. Donc déjà, tu n'osais pas trop utiliser ta carte bleue chez le commerçant en physique.
Donc, l'utiliser en ligne, c'était waouh, en plus avec Pernod quand même qui te faisait la leçon tous les jours pour t'expliquer que tu allais te faire dévaliser si tu faisais ça. Voilà. Mais donc, tu vois, cette conduite du changement, elle a mis du temps. Maintenant, c'est plus un problème. Et puis, les business où tu payes sur Internet, il y en a. Enfin, Amazon en ce moment, là, c'est Noël. Voilà, le truc, ça marche très fort. Voilà, donc ça met du temps. Et pour moi, l'IoT, c'est un peu pareil. Alors déjà, ça veut dire qu'il faut que les gens ils soient prêts à se dire, tiens, je vais consommer un service. Et puis, bien, ça veut dire aussi que ton objet, il doit apporter de la valeur au consommateur. Et donc, ça veut dire que tu dois résoudre des problèmes pour ce consommateur-là, et tu dois résoudre des problèmes avec lesquels il vit bien aujourd'hui, ton consommateur, quand même. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas cet objet connecté, il ne paye pas ce service, et puis il arrive à survivre. Donc, il faut arriver à trouver des problèmes qui sont suffisamment durs pour que l'utilisateur soit prêt à payer, et des problèmes qui ne sont pas résolus aujourd'hui. Donc, ce n'est pas toujours évident, quoi. On va dire que tu es quand même pas mal sur des niches, et les niches, d'un point de vue marketing commercial, ce n'est pas super fastoche à adresser. Voilà. Donc, tu vois, tout ça fait que, c'est mon expérience un peu d'essayer de faire de l'IoT en B2C, outre le fait que le B2C, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué, c'est que voilà, tu travailles différemment, tu disruptes la façon dont on commercialise des objets, et puis tu demandes aux gens d'avoir une approche assez différente et tu t'adresses plutôt à des niches. Alors, quand même, quand tu veux faire de la vente d'objets, le plus simple, c'est la grande distrie où tu peux pousser de façon massive. Mais la grande distrie, ça n'aime pas le service et ça ne sait pas le traiter et ça n'aime pas trop les niches parce que c'est toujours assez compliqué aussi et puis ce n'est pas leur modèle. Donc, voilà. Donc, il faut aussi réinventer la façon dont tu peux distribuer ton IoT et ça, c'est une certaine complexité. Donc, ça, c'est pour le B2C. Quand tu parles B2B, tu retombes un peu sur les mêmes problématiques, c'est-à-dire les entreprises. Alors, ça, ça s'évoluera plus facilement, c'est l'avantage du B2B. Mais bon, aujourd'hui, tu fais quand même beaucoup de POC quand tu travailles en B2B parce que l'IoT, voilà, enfin, tu vois, quand je dis, si je reprends mon exemple de l'Internet, l'Internet, c'est arrivé, donc on a dit vers 99-2000 chez Madame Michu. Par contre, dans les entreprises, le fait que ce soit démocratisé, qu'on trouve ça normal d'aller sur Internet et compagnie, waouh, c'était plutôt. Enfin, moi, je me rappelle de mes débuts dans la grosse boîte. Voilà, fallait montrer tes papiers quand même pour avoir le droit de te connecter à Internet parce qu'on ne voyait pas trop ce que ça pouvait t'apporter dans ton travail. Maintenant, c'est juste normal, c'est 80% de notre source d'information, elle est sur Internet. Mais il a fallu du temps et encore plus que chez les particuliers. Donc, je pense que pour l'IoT, si tu veux, c'est un peu pareil. L'argent et les gains financiers peuvent t'aider à aller plus vite. Mais en fait aussi, malgré tout, tu disruptes les choses. Je prends un exemple. On avait travaillé avec des gens qui louaient du matériel professionnel. Et donc, en fait, ce qui les intéressait, c'était de savoir où était ce matériel-là pour les risques, par exemple, de vol. Et si tu veux, quand tu es sur du matériel qui est quand même pas donné, pour couvrir le simple risque de vol, l'équation économique, elle est difficile. Donc, on a fait des POC avec eux, mais ce n'est pas aller plus loin. Et en fait, on a essayé de les emmener sur autre chose, parce qu'on a dit, mais attendez les gars, nous, on est au-delà d'être capable de positionner l'objet en cas de vol, en fait, on est capable de faire de l'usage. C'est-à-dire qu'on est capable de vous dire l'objet que vous avez loué, est-ce qu'il a servi pendant 10 heures, est-ce qu'il a servi pendant 5 heures parce que ça, c'est intéressant. Vous, pour la maintenance, par exemple, du système, ça vous permet de le faire plus intelligemment. Peut-être même de faire tourner, quand vous avez plusieurs objets, de les faire tourner pour éviter que ce soit un objet qui s'use, un outil qui s'use plus vite que les autres, mais qu'on ait quelque chose de plus régulier. Et puis, vous pourriez carrément aller faire de l'allocation à l'usage. Plutôt que faire payer la personne sur une durée, faites-la payer sur une durée d'usage. Et du coup, là, ça devient très intéressant en termes de création de valeur. Tu vois. Mais le problème, c'est que là, tu es en train de complètement disrupter leur façon de fonctionner. Et donc, tu leur amènes ça, tu leur expliques, tu leur poses, les gars te regardent avec des grands yeux en disant ouais, purée, c'est super intéressant. Mais en fait, le problème, c'est que l'équipe de projet qu'on a en face, elle est incapable de faire ce changement-là dans l'entreprise elle toute seule. Voilà. Et donc, du coup, finalement, tu vois, ton projet, il aurait pu créer beaucoup de valeur, mais il ne va pas aller plus loin parce qu'en en fait, on est sur le premier use case de base qui ne permet pas de générer la valeur nécessaire pour l'amortir. Et puis, le use case qui serait plus intéressant, qui est trop disruptif pour être amené maintenant. Voilà. Donc, là-dedans, c'est quoi l'étincelle qui fera changer les choses? Je ne sais pas, c'est à un moment, les entreprises, elles vont être prêtes à se disrupter un peu. Et puis, elles vont y aller, quoi. Et puis, il se trouvera que sans doute, à ce moment-là, il y en aura 10, 20, 50, 100 qui vont se mettre à le faire en même temps. Et du coup, les volumes, d'un seul coup, ils vont augmenter. Voilà. Mais
enfin, à mon sens, ce n'est pas un problème technologique, tu vois. C'est vraiment une question de maturité de l'entreprise dans son évolution, dans l'évolution de ses process. Peut-être Et, tiré par une concurrence, comme d'habitude, tu auras toujours un ou deux leaders qui partiront devant et qui le feront, et qui fait que du coup, ça va amener les autres à d'un seul coup se disrupter plus vite que ce qu'ils avaient prévu. et tu crois pas qu'il y a aussi enfin, si, un frein sur le côté développeur? Toi, tu es un oiseau rare qui maîtrise à la fois l'aspect matériel et logiciel et tu as une vision un peu transverse qui est super intéressante et qui t'amène à mener tes projets. Mais pour le développeur moyen, il y a un côté peut-être parfois un petit peu obscur. Tu disais qu'Internet, ça avait vraiment décollé effectivement à 98-99. Ça a décollé aussi quand on avait des outils de dev qui étaient suffisamment matures, qu'on a commencé à voir arriver du PHP, des trucs comme ça. On pouvait faire des choses sans avoir besoin d'être hyper spécialiste. Et je me souviens, moi, quand j'ai eu à bosser, bon, c'était il y a quelques années, mais sur des projets autour de beacons où on cherchait à localiser de manière assez précise des choses, on a été obligé de tout faire. On s'était arraché les cheveux que j'avais plus, à devoir faire les algos de triangulation, etc. Et il y avait que dalle, si ce n'est un truc hyper primitif qui me disait je suis à X mètres. Ok, cool. Et avec ça, je fais quoi? Et, euh, et tu ne crois pas qu'il y a un élément de réponse qui est aussi que le jour où on rendra ces objets connectés accessibles derrière des API suffisamment accessibles en y passant 2-3 heures, que là, on va avoir une nouvelle génération d'applicatifs autour de ça qui vont apparaître. Ouais, alors ça peut t'aider en démocratisant un peu plus, c'est-à-dire qu'en effet, enfin, plus tu as de monde qui peut développer de choses, plus tu as d'innovation qui peut se créer, plus tu as de concurrence et plus tu peux arriver dans l'entreprise. Donc, je te rejoins un peu là-dessus. Ça aidera, c'est sûr. Après, en fait, ce que je me dis, c'est si tu veux, dans un outil, comme je dis, c'est surtout du service connecté. Et le service, en fait, c'est les technos qui sont les technos classiques. Hein. Je veux dire, c'est du back-end standard, c'est un front en Angular, c'est de l'appli mobile, c'est des choses comme ça. Pour te donner une idée, donc dans mon job, dans mon vrai job, donc j'ai une équipe de 30 personnes. Donc on fabrique des objets connectés, on les conçoit, hein, design, fabrication électronique, développement embarqué. Puis après, derrière, ils envoient, on a une flotte, on a à peu près 150 000 véhicules qui remontent de la data. Donc ensuite, on processe ça. Et puis derrière, on affiche des résultats sur des applications mobiles, des sites web, et ainsi de suite. Donc, pour donner une petite idée, des développeurs qui font de l'ELEC, j'en ai 3 dans mon équipe. Alors, et j'ai 27 personnes qui font pas, du coup, qui font pas de l'ELEC. Donc, et ces 27 personnes, bon, il y a quelques spécificités du domaine, mais globalement, c'est des développeurs mobiles classiques, c'est des développeurs Java assez classiques. Voilà, donc en fait, tu n'as pas besoin de beaucoup d'électroniciens pour faire des services connectés, en fait. Alors, et puis même si tu n'en as vraiment aucun, tu as plein d'objets qui existent, qui ont des API, c'est pas très compliqué, quoi. Ce qui change un peu de l'habitude, c'est qu'un objet connecté, c'est rare qu'il te remonte une belle donnée formatée en JSON, tu vois, au pire en XML. Tu vois. Non, lui va te remonter un bitfield, et puis voilà, le bit 0 à 4, c'est de la température, et si tu as telle valeur, c'est entre 0 à 5 degrés, 5 à 10 degrés, ainsi de suite. Voilà. Mais bon, je veux dire, quelque part, c'est du cours UT première année pour le donner, celui-là. Donc c'est accessible à n'importe quel développeur qui a envie de se remettre un tout petit peu dedans, en fait. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de. Pour moi, ce n'est pas une vraie complexité. Si tu veux vraiment fabriquer tes objets, bien sûr, tu as besoin d'électroniciens, enfin de micro-électroniciens. Et c'est vrai que c'est quand même une compétence qui est pas hyper courante. Voilà, on se les arrache un petit peu. Maintenant, tu en trouves. Hein. Voilà, il suffit de les payer un tout petit peu et tu vas en trouver sans trop de difficultés. Voilà. Donc, ça c'est jouable. Ouais. Surtout que enfin, ça supporte bien le remote, tu vois, potentiellement. Voilà. Donc, tu n'es pas obligé d'en trouver un à côté de chez toi. Ça peut le faire. C'est une bonne nouvelle que ce soit accessible à des gens comme moi où j'ai touché un fer à souder une fois dans ma vie et je me suis cramé la main. Donc, je peux y aller quand même. Ouais. Euh, pour illustrer un petit peu concrètement tous ces aspects-là, donc tu as ton second emploi à Ingenious Things, vous fonctionnez un peu en labo d'expérimentation depuis plusieurs années. Là, vous avez une actu proche qui est que vous allez au CES de Las Vegas début janvier.
Au passage, je salue le fait qu'on y envoie des boîtes qui font du matériel et pas simplement du logiciel, ce qui était un peu bizarre sur un salon d'électronique. Donc là, on est en plein dans quelque chose de cohérent, donc c'est cool, bravo, French, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous allez présenter là-bas? Eh ben, alors, c'est la deuxième fois, tu sais, qu'on va au CES. Alors, autant la première fois, quand on est allé, on présentait MyTipi, que tu connais bien. Donc là, on était vraiment dans le consumer électronique. Et on était en électronique, c'est plutôt pas mal. Donc, consumer et électronique. Donc là, cette fois, on y retourne bah, justement avec ce petit tracker là, donc, qui est dans l'électronique toujours, qu'on va présenter un peu dans le consumer, mais on va se le dire quand même, le gros de notre business, il est quand même beaucoup plus dans le B2B que dans le consumer. En fait, l'idée de ce tracker, bah, comme on en a parlé, hein, c'est quelque chose qui coûte très peu cher à produire, qu'on va pouvoir associer à une offre de service à l'usage. Et en fait, l'idée, c'est de dire quand on va avoir un colis à transporter, à envoyer, c'est de le suivre. Et de le suivre, et finalement de le suivre, non pas avec la lettre suivie qui dit il est parti tel jour, il est arrivé tel jour, voilà, il a été éventuellement posé dans la boîte aux lettres, ce qui est déjà une information assez intéressante, mais qui est toujours un peu ennuyeuse au moment où finalement il n'y a plus de nouvelles. Le colis a été perdu. Voilà, donc là, vous savez juste que vous ne savez pas où il est. Donc c'est un peu limite. Donc là, l'idée, nous, c'est qu'en fait, on va glisser ça dans le colis et qu'on va vraiment pouvoir savoir où il se situe. Voilà. Donc, bon, la précision va être de quelques kilomètres, mais globalement, ça permet quand même d'aiguiller si le postier s'est vraiment complètement perdu ou s'il l'a emmené chez lui, d'avoir quand même une petite idée de l'endroit où se situe le colis, de pouvoir le suivre aussi quand il se déplace, donc de pouvoir avoir une idée de quand est-ce qu'il arrive, et puis avec une détection en fait, de lumière au moment où le colis va s'ouvrir, de savoir que le colis a été ouvert. Donc avoir une preuve de réception. Donc si on est dans le consumer, puisque c'est le but du CES, l'application, en fait, c'est de dire j'ai vendu quelque chose sur le bon coin, par exemple. Ben, dans mon système, dans mon colis, je vais rajouter ce petit tracker. Ça va me coûter 10% du prix de l'envoi, grosso modo, si je regarde un peu l'équation. Et puis, ben, pour ce prix-là, je vais pouvoir suivre mon colis, voir qu'il a été ouvert et donc voilà, pouvoir vous porter la preuve que l'objet est bien arrivé. Si le gars me rappelle derrière, elle me dit oh, c'est bizarre, vous ne m'avez rien envoyé, j'ai rien reçu. Voilà, dire, attends, c'était quand même dans ta ville, ça a été ouvert à telle heure. Voilà, c'est un petit peu, tu te moques un peu de moi. Voilà, donc ça, c'est l'idée en consumer. Voilà, mais comme je t'ai dit, on vise surtout du B2B, où là, bah, c'est l'exemple que je t'ai cité tout à l'heure, de dire on peut l'intégrer jusque dans un couteau, on met dans une table, dans n'importe quoi. On a des prospects intéressés pour mettre ça dans le tuyau, par exemple, voilà, pour pouvoir les suivre ou pour une entreprise pour suivre son courrier interne, par exemple, ou un fournisseur qui veut s'assurer que les colis, les palettes qu'il envoie passent bien par le bon endroit, sont bien arrivés, ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et je voulais en terminer sur cette question par rapport à Ingenious Things, mais là, tu me tends une perche que je ne peux pas m'empêcher de saisir sur le côté. On n'est pas chez George Orwell, là, avec tout ce que tu racontes. Qu'est-ce que tu réponds, toi, aux critiques inévitables qu'on peut avoir par rapport au côté flicage permanent, aliénation de la liberté de l'humain, etc., etc. J'imagine que c'est des contre-attaques que tu as déjà entendues. Et toi, ton positionnement par rapport à ça, c'est quoi? Alors, mon positionnement est que dans cette techno-là, justement, un de ses avantages, c'est d'avoir un positionnement qui n'est pas précis de ce point de vue-là. Donc, si je reprends l'idée de dire, OK, on l'intègre dans une table, et puis la table, à un moment, elle va arriver chez un particulier, et donc la table émettra une information comme quoi elle se situe chez un particulier, on va dire. Cette information-là, elle n'est pas localisée. Enfin, elle n'est pas localisée, pardon. Elle n'est pas précisément localisée. Donc, c'est un individu si je suis en ville, dans les 1 kilomètre autour. Donc, ça fait quand même du monde. Et si je suis à la campagne, c'est plutôt un individu dans les 20 kilomètres autour, voilà, en fonction de la densité du réseau. Donc, c'est quand même pas précis. Voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que finalement, le mec qui a mis ça dans la table, c'est le fabricant de la table, qui connaît absolument pas son utilisateur final. Hein. Il ne sait pas qu'il s'appelle Paul Pinot ou Jean-David, tu vois. Voilà. Donc, il n'y a pas de lien direct parce qu'il y a des intermédiaires qui ont vendu entre les deux. Donc, il n'a pas le nom. Par contre, voilà, il sait juste que cette table-là, elle est quelque part dans Clermont-Ferrand, par exemple. Si on pousse le truc un peu plus loin,
peut-être que l'objet, il peut savoir comment utiliser la table, quoi. Enfin, est-ce qu'on mange 3 fois par jour dessus? Est-ce que les repas durent 1 heure, une demi-heure? Tu vois, on peut commencer à faire des trucs intéressants sur l'usage. Est-ce que ma table, elle est suffisamment résistante pour tenir à cet usage-là? On peut se poser des questions comme ça. Donc ça, c'est intéressant en termes de conception de la table. Voilà, mais on ne saura pas que c'est Jean-David ou que c'est Paul qui remonte ces données-là. Donc, voilà, en termes de. Tu vois, c'est-à-dire qu'on capte de la donnée de l'objet, mais en termes de respect de la vie privée, tu n'as pas cette question-là d'identifier la personne, et là, tu ne peux pas l'identifier. Et donc, ce que nous dit la CNIL aujourd'hui, hein, elle nous dit qu'il ne faut pas qu'on puisse identifier les personnes. Voilà, si tu ne peux pas l'identifier, ce n'est pas considéré comme de la donnée personnelle. Donc, bon, voilà, tes objets remontent de la data. Enfin, moi, perso, si tu veux, euh, ça, ça m'inquiète en termes de suivi de la vie privée. Tu vois. Ça, quand même, vachement moins. Voilà. Bon. C'est-à-dire que finalement, si les gens avaient conscience de ce que ça remonte, bon, déjà, ils le jetteraient peut-être. Voilà, ou en tout cas, ils assumeraient le truc. Mais alors, du coup, ils n'auraient pas peur de ça du tout. Voilà. Parce qu'on n'est pas du tout dans le même niveau de captation de données, de précision, de volume, et ainsi de suite. Voilà. Ouais, ça me paraît important d'avoir conscience que l'espion infiltré, il est dangereux, mais il est déjà là, quoi. Il Ah y a eu ouais. l'anecdote il n'y a pas longtemps du gars qui s'était fait toper en train de tromper sa femme parce qu'il a été suivi par son Fitbit qui a détecté une activité physique zéroïde à ce moment-là. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Bah, en tout cas, c'était cool. Moi, je suis très éloigné de ce domaine-là, mais je le suis avec grande passion parce que je suis persuadé qu'il y a énormément de choses qui vont se faire sur cet aspect-là et que les acteurs comme toi puissent intervenir. C'est vraiment excellent. Merci beaucoup. Mais je t'en C'était prie. très intéressant. On a plein d'autres vidéos dans ce domaine-là et dans plein d'autres domaines en préparation. Donc, comme d'hab, abonnez-vous, diffusez et on va essayer de bosser ensemble sur 2020 pour voir plein de choses plutôt intéressantes. À très bientôt. Ciao.